Un tout nouveau missile russe fraîchement sorti des laboratoires de Moscou vient de semer un véritable séisme stratégique au sein des états-majors occidentaux, réunis sous le doux acronyme de DONIC. Ce petit bijou de technologie pourrait bien bouleverser la donne militaire entre la Russie et l'OTAN, au point de rendre le territoire des États-Unis vulnérable à une attaque conventionnelle sans même toucher au bouton nucléaire. Baptisé Oreshnik, ce missile balistique à portée intermédiaire officiellement entré en service en décembre 2025 marque le grand retour de ce type d'arme en sol européen, une première depuis les années 80. Les analystes occidentaux affirment que l'arme a déjà été testée au combat 2 fois en Ukraine. D'abord à la fin de 2024 et de nouveau le 8 janvier quand elle a été utilisée dans une démonstration de force majeure près de la frontière occidentale de l'Ukraine, dans la région de Lviv. Les évaluations occidentales récentes suggèrent maintenant que la portée du missile pourrait atteindre 5500 km, bien au-delà des estimations antérieures. Cette portée permettrait à Oreshnik, s'il est lancé depuis les régions arctiques de la Russie, de frapper des cibles aussi lointaines que Washington District, de Columbia-Chicago et d'autres grandes villes américaines. Ce qui rend Oreshnik particulièrement significatif, c'est sa charge utile. Contrairement aux missiles balistiques intercontinentaux qui ne transportent que des ogives nucléaires. Oreshnik peut être armé avec des armes conventionnelles, donnant à la Russie sa première capacité de frappe conventionnelle contre le territoire américain. Chaque missile transporte 6 véhicules planeurs hypersoniques capables de manœuvrer à des vitesses extrêmes, les rendant exceptionnellement difficiles à intercepter. Jusqu'à présent, les options de frappe non nucléaire de la Russie contre les États-Unis étaient limitées à des missiles de croisière plus lents, lancés depuis des sous-marins ou des bombardiers. Oreshnik change cette équation. Les cibles potentielles pourraient inclure des sites militaires et industriels américains de grande valeur, des bases aériennes, des flottes de bombardiers et des installations majeures de production de défense. Avec Oreshnik désormais opérationnel, les analystes avertissent que cela marque une nouvelle ère de vulnérabilité mutuelle, une ère qui soulève de nouvelles questions sur la dissuasion, l'escalade et l'avenir de la stabilité stratégique mondiale. Un navire de guerre de la marine russe escorte des cargos sanctionnés à travers des eaux proches du flanc sud de l'OTAN. La portée de 5500 km change complètement le calcul stratégique. Si cette évaluation est exacte et si les analystes occidentaux semblent maintenant le croire, cela signifie que la Russie peut frapper des cibles sur le territoire américain avec des armes conventionnelles pour la première fois dans l'histoire. Auparavant, toute frappe russe contre les États-Unis continentaux nécessiterait soit l'utilisation d'armes nucléaires, ce qui déclencherait une guerre nucléaire totale, soit le déploiement de sous-marins ou de bombardiers à longue portée portant des missiles de croisière, ce qui donnerait aux États-Unis un temps d'alerte significatif. Oreshnik élimine ces contraintes. C'est un missile balistique, ce qui signifie qu'il suit une trajectoire balistique après le lancement atteignant des altitudes élevées avant de redescendre vers sa cible. La phase balistique le rend détectable par les radars d'alerte précoce, mais le temps entre la détection et l'impact est beaucoup plus court qu'avec des missiles de croisière. Plus important encore, Oreshnik transporte 6 véhicules planeurs hypersoniques. Ces véhicules se séparent du missile après le lancement et descendent vers leur cible à des vitesses hypersoniques, généralement définies comme Mach 5 ou plus. À ces vitesses, ils peuvent manœuvrer changeant de trajectoire pour éviter les intercepteurs. Les systèmes de défense antimissiles américains actuels sont conçus principalement pour intercepter des missiles balistiques sur des trajectoires prévisibles. Les véhicules planeurs hypersoniques capables de manœuvrer présentent un défi beaucoup plus difficile. Les intercepteurs doivent non seulement atteindre le véhicule entrant, mais aussi anticiper ses manœuvres. À des vitesses hypersoniques, il y a très peu de temps pour calculer et exécuter une interception. Le fait qu'il en transporte 6 de ces véhicules signifie qu'un seul missile peut potentiellement frapper 6 cibles différentes ou submerger les défenses autour d'une seule cible de grande valeur. Les cibles potentielles mentionnées bases aériennes, flottes de bombardiers, installations de production de défense sont toutes des éléments critiques de la capacité militaire américaine. Une frappe contre une base aérienne abritant des bombardiers stratégiques pourrait détruire une partie significative de la force de bombardement nucléaire américaine.
Une frappe contre une installation de production de défense pourrait perturber la production de systèmes d'armes critiques. Et parce qu'Orchnik peut être armé avec des armes conventionnelles, la Russie pourrait théoriquement mener ses frappes sans franchir le seuil nucléaire. C'est ce qui rend Orchnik si déstabilisant. Il crée une zone grise entre la guerre conventionnelle et la guerre nucléaire. Auparavant, toute attaque russe directe contre le territoire américain serait automatiquement considérée comme une escalade nucléaire. Désormais, la Russie dispose d'une option conventionnelle. La question devient alors la suivante: comment les États-Unis répondraient-ils à une frappe conventionnelle contre, disons, une base aérienne en Alaska ou une installation de production de défense dans le Midwest? Riposteraient-ils avec des armes conventionnelles ou nucléaires? L'ambiguïté elle-même est déstabilisante. Le missile a été testé au combat 2 fois en Ukraine, selon les analystes occidentaux. La première utilisation aurait eu lieu à la fin de 2024. La deuxième frappe confirmée a eu lieu le 8 janvier dans la région de Lviv, près de la frontière occidentale de l'Ukraine. Le choix de cibler Lviv est significatif. Lviv se situe dans l'ouest de l'Ukraine, loin des lignes de front à l'est. C'est une zone qui a été largement épargnée par les combats terrestres. En frappant Lviv avec Orchnik, la Russie envoie plusieurs messages simultanément. Premièrement, aucune partie de l'Ukraine n'est hors de portée. Deuxièmement, la Russie peut frapper des cibles profondes à l'intérieur du territoire ukrainien avec une précision et une puissance que les systèmes de défense ukrainiens ne peuvent pas arrêter. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, Lviv est proche de la frontière polonaise. En frappant si près de l'OTAN, la Russie démontre qu'Orchnik pourrait facilement frapper des cibles en Pologne, en Allemagne ou dans d'autres pays de l'OTAN si Moscou le décidait. C'est une démonstration de capacité et d'intention. Les pays de l'OTAN en Europe de l'Est entendent cette démonstration et calculent leur propre vulnérabilité. Les bases américaines en Pologne et en Roumanie, les installations de défense antimissiles en République tchèque, les bases aériennes de l'OTAN en Allemagne, toutes sont désormais potentiellement à portée d'une arme que l'OTAN ne peut pas intercepter de manière fiable. Le fait qu'Orchnik soit le premier missile à portée intermédiaire déployé en Europe depuis les années 1980 est également historiquement significatif. Dans les années 1980, les États-Unis et l'Union soviétique ont tous deux déployé des missiles à portée intermédiaires en Europe, créant une situation où les deux camps pouvaient se frapper mutuellement avec très peu de temps d'alerte. Cette situation était considérée comme si déstabilisante que les deux parties ont signé le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 1987, éliminant tous les missiles terrestres avec des portées comprises entre 500 et 5500 km. Ce traité a tenu jusqu'en 2019 lorsque les États-Unis s'en sont retirés, accusant la Russie de violation. Maintenant, avec Orchnik, la Russie a ouvertement déployé exactement le type de missile que le traité avait interdit. Et contrairement aux missiles des années 1980, qui portaient des ogives nucléaires, Orchnik peut porter des ogives conventionnelles, créant une nouvelle catégorie de menaces que le traité original n'avait pas envisagée. Les navires affirment qu'ils se dirigent vers l'Égypte, mais leur route passée raconte une histoire différente. Quelques jours plus tôt, les États-Unis ont saisi un pétrolier similaire lié à la Russie malgré l'ombre militaire. Maintenant, Moscou semble tester jusqu'où sa protection navale peut aller. Le 9 janvier, des analystes de sources ouvertes ont repéré un destroyer de la marine russe au sud du Portugal. Le navire de guerre Severomorsk escortait 2 cargos sanctionnés Sparta, 4 et Mayalanya, une escorte navale aussi directe et rare pour le transport maritime civil dans ces eaux. Sa présence a immédiatement soulevé des questions sur ce que ces navires transportent et sur l'endroit où ils vont réellement. Officiellement, les 2 cargos ont déclaré Port Saïd en Égypte comme destination. Mais les données de suivi historique racontent une autre histoire. Sparta 4 a déclaré à plusieurs reprises l'Égypte seulement pour continuer ensuite vers la base navale russe de Tartous en Syrie. Le mouvement de Mayalanya laisse entrevoir un possible accostage en Libye, bien que rien ne soit confirmé. Le destroyer d'escorte Severomorsk est un navire de guerre anti-sous-marine de la flotte du nord de la Russie. Mis en service pendant la guerre froide, il transporte des armes et des capteurs avancés. Sa mission ici suggère que la cargaison est stratégique, militaire, logistique ou politiquement sensible.
La Russie ne déploie généralement pas ce niveau de protection sans raison. Les deux cargos sont liés à des entreprises sous sanctions occidentales. Sparta 4 est exploité par une entreprise liée directement au réseau logistique du ministère de la Défense russe. Myalania est connecté à des entreprises sanctionnées soutenant des projets énergétiques et d'infrastructures arctiques. Ensemble, ils font partie de la chaîne d'approvisionnement sanctionnée de la Russie, opérant à l'étranger. Ce convoi apparaît quelques jours seulement après que les forces américaines ont saisi un pétrolier lié à la Russie dans les Caraïbes. Ce navire faisait partie de ce que Moscou appelle sa flotte fantôme déplaçant du pétrole sanctionné. Malgré le fait d'être suivi par des actifs navals russes, il a quand même été pris. Maintenant, la Russie semble déterminée à s'assurer que cela ne se reproduise pas. Le monde retient son souffle alors que les tensions américano-russes atteignent des niveaux sans précédent. Moscou bouillonne. La Russie a formellement condamné la saisie américaine du pétrolier sous pavillon russe Marinara, la décrivant comme une violation flagrante du droit international et un défi direct à sa souveraineté. Le ministère russe des Transports a confirmé que le navire a été capturé. Le ministère des Affaires étrangères avertit Washington que l'opération bafoue flagrantement la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le traité international garantissant la liberté de navigation dans les eaux mondiales. Compte tenu des informations entrantes concernant la présence de citoyens russes parmi l'équipage, nous exigeons que la partie américaine assure leur traitement humain et digne respecte strictement leurs droits et intérêts et n'entrave pas leur retour rapide dans leur patrie. Des ressortissants russes font partie de l'équipage, a souligné le ministère, et Moscou surveille chaque mouvement de près. Le message est sans équivoque, l'interférence ne sera pas tolérée. Dans une confrontation maritime à enjeu élevé, l'armée américaine a confirmé qu'elle a saisi le contrôle d'un pétrolier sous pavillon russe dans l'Atlantique Nord, une opération motivée par des violations présumées de sanctions et menée après des semaines de surveillance silencieuse et de poursuites implacables à travers les mers ouvertes. Le navire MV Bella, un également connu sous le nom de Marinara, a été saisi sous l'autorité d'un mandat émis par un tribunal fédéral américain. Selon une déclaration du commandement européen de l'armée américaine, le commandement a déclaré que le pétrolier a été intercepté après avoir été suivi par le garde-côte américain Monroe. L'opération a été menée en coordination avec le département de la justice américain, le département de la sécurité intérieure et le département de la guerre récemment renommé. Le commandement a confirmé que la saisie a eu lieu dans les eaux internationales de l'Atlantique Nord. Les responsables américains affirment que le Marinara fait partie d'une flotte fantôme utilisée pour transporter du pétrole pour des États sanctionnés, y compris le Venezuela, la Russie et l'Iran. Le pétrolier aurait évité des tentatives antérieures des gardes-côtes américains de le monter à bord en décembre alors qu'il opérait dans les Caraïbes. Selon Reuters, le navire se serait glissé à travers un blocus maritime américain, plus large ciblant les navires transportant du pétrole vénézuélien sanctionné. Séparément, la secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Christine Oem, a annoncé que les forces américaines ont également saisi un deuxième navire, le superpétrolier Monsieur Sophia, sous pavillon panaméen dans les eaux internationales près des Caraïbes. Reuters a rapporté que le navire avait quitté les eaux vénézuéliennes plus tôt cette année et qu'il opérait avec son transpondeur éteint tout en transportant du pétrole vers la Chine. Dis-nous en commentaire si tu penses que ces démonstrations de force russe sont un simple message stratégique ou le prélude à une confrontation directe avec l'OTAN et les États-Unis. Si cette analyse t'a aidé à comprendre les nouveaux rapports de force militaires qui se dessinent, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de la suite.